Salut, c'est Thomas de Polyworkshop. Aujourd'hui, je vous fais un retour, mais cette fois-ci à froid, sur l'imprimante 3D filament en grand format, la Orange Storm Giga des Lego. Alors, vous vous rappelez peut-être, j'ai sorti une vidéo il y a, je crois, au moins un an sur cette machine-là, qui était finalement plutôt un retour à chaud de la machine. Maintenant, après pas mal de temps, ça va peut-être le coup de faire une vidéo complémentaire. En fait, j'ai failli ne pas la faire, mais j'ai quand même des demandes assez régulières autour de cette machine. Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce qu'il faut toujours l'acheter? Et puis au final, Lego, ça paraît pas, mais continue déjà à la vendre. Donc c'est pour une machine assez atypique quand même. Il y a une sorte de succès quand même. Voilà, c'est quand même pas une machine qu'on va mettre tous les jours dans son salon, par exemple. Et puis j'ai des questions, voilà, qui m'arrivent quand même assez régulièrement sur la machine. Donc cette vidéo-là va être plutôt axée autour d'un projet créatif que j'ai effectué, c'est-à-dire j'ai imprimé la mascotte de Litchi Slicer d'1,80 m de hauteur, donc ce qui est quand même ma hauteur. C'est un print qui est quand même assez mastoc. Et d'ailleurs, au passage, vous allez voir, il y a toute la partie un peu post-process que je vais commenter, où là, des membres de Litchi Slicer m'ont quand même aidé, parce que c'est quand même du très très gros boulot. Et puis surtout, au niveau de la partie, la suite, finalement, qui est un peu de la conclusion, je vais revenir bien sûr sur les plus et les moins de la machine, mais je vais aussi parler de pour qui est intéressant cette machine-là. Parce que voilà, il y a des choses qu'on va pouvoir faire avec, d'autres, ça n'a pas forcément du sens. Bref, voilà, il y aura un peu de blabla sur la suite. Allez, c'est parti. Et on attaque la partie préparation du modèle 3D, donc designé par Fontoura 3D, vraiment design assez cool. Là, je suis dans ZBrush, voilà, le logiciel que j'utilise pour la préparation. Et vous voyez le modèle 3D d'origine. Et là, c'est la version préparée pour l'Orange Storm Giga. Vous voyez la différence de taille entre le modèle avant et le modèle maintenant. Alors, je vous épargne toute la préparation du modèle que j'ai dû entièrement redécouper, préparer et tout. Donc, vous voyez ici, il y a les yeux qui ont été séparés, la bouche, la langue, pour faire des modèles séparés, donc les imprimé à part, mais aussi faciliter le travail de peinture. Et vous voyez, notamment au niveau de la tête, j'ai dû la découper sur la base, et notamment, vous voyez, espèce de petites tiges. Alors, il y a des espèces d'ergots d'accroche à imprimer, mais ces espèces de grandes tiges, c'est des grandes tiges métalliques que je vais insérer entièrement dans le modèle pour, on voit les trous sur le dessus, pour faire l'assemblage. Comme vous voyez, les pieds aussi ont été découpés, mis à part, car si on met à l'envers la mascotte, on va l'imprimer dans ce sens-là, il n'y aura pas besoin de support en impression 3D pour les pieds. Oui, c'est de la quantité de matière en moins et des risques en plus. Et donc, vous voyez, les tiges passent directement dans les jambes jusqu'à la tête, passent par les pieds et vont s'insérer directement sur la base en dessous. Donc, il y a toute une stratégie, en fait, de préparation, car imprimer en grand, c'est génial, mais il y a quand même pas mal de contraintes, voilà, à prendre en considération pour assurer que l'impression se marche bien. Donc, vous voyez, même la feuille sur le dessus, qui est assez grande aussi en elle-même, doit avoir ses ergots, la base doit être plane pour assurer que ça s'accroche, comme même les pieds, vous voyez, ces deux petits morceaux, qui sont vite grands, en fait, quand on imprime quelque chose d'aussi important. Maintenant, je suis dans Litchi Slicer, que j'utilisais donc pour le slicing. Vous voyez, la densité du remplissage à 4%, c'est quand même assez léger. Et pour des raisons de temps d'économie, j'ai mis que 2 contours, ce qui est pas très futé, mais qui marche, on va dire, relativement bien dans l'ensemble. Vous voyez, les vitesses, je suis assez sur conservateur. Les couches sont épaisses, on peut pas imprimer aussi vite qu'on le voudrait. Voilà le modèle slicé. Alors, ça prend un petit peu plus de temps à slicer, vu que le modèle, forcément, est très très grand. Vous voyez les vitesses, je suis à peu près à 150, ce qui est la vitesse recommandée. Oui, on peut pas dépasser le flow, tout simplement, de la buse. Il faut que le filament sorte, vu l'épaisseur des couches que vous allez utiliser sur ce genre d'objet. Et donc, au niveau du filament, Lego était assez sympa pour me sponsoriser, m'envoyer donc des kilos de filament, et je lance l'impression sur la machine. La première couche, ça prend vraiment du temps. Oui, on l'imprime doucement pour que ça accroche bien, c'est tout à fait logique, mais oui, mais c'est vachement plus grand, donc plus vous imprimez grand, plus ça va prendre du temps, notamment, vous voyez, ces phases de remplissage, et au premier abord, franchement, c'est plutôt propre, ça tient plutôt bien, mais si on regarde un tout petit peu sur les côtés, et oui, ça se décolle, un peu de séparation. En fait, je crois que je vais un tout petit peu trop vite par rapport à l'épaisseur, le flow est un peu léger, il y a un petit peu de sous-extrusion, pas grand-chose, donc là, vous le voyez pas, mais j'ai ralenti, en fait, l'impression par la suite, directement via l'interface de l'imprimante 3D, et le reste de l'impression se passe plutôt bien. Vous voyez, c'est quand même plutôt assez propre. Alors, spoiler alert, c'est que des bobines de 1 kg, et voilà, c'est quand même, ça se vide très très vite. Vous voyez la vitesse à laquelle le filament se déroule, c'est quand même, je dirais, assez rapide, et vous remarquez que ça frotte aussi légèrement contre le mur, ce qui est quand même pas très futé. Là, on se rapproche de la fin de l'impression. Je vous cache pas que sur le moment, j'étais hyper content du résultat, parce que on a un modèle qui est assez sympa. Puis là, on parle quand même d'une durée, on va le voir par la suite, des impressions qui sont très très longues, et donc on a vraiment
vraiment envie que ça marche. Et vous voyez ici, j'ai 28 heures et 6 minutes pour la partie basse au niveau du corps. Donc une bobine à côté, vous voyez, ça commence déjà à être relativement grand, ce qui est rien par rapport à la tête. Mais pour vous rendre compte un petit peu plus de la taille de l'ensemble, et vous voyez maintenant au niveau de ma main, je vous rappelle, j'ai quand même des grandes mains, c'est déjà un sacré morceau et la qualité d'impression, elle est franchement super bonne quand on se permet d'imprimer, on va dire, à des vitesses raisonnables par rapport au flow de la machine. Vous allez voir ça par rapport à la tête directement sur la suite. Et sinon, pour les petits bouts à droite à gauche, et ben là, j'en parlerai sur la conclusion notamment, j'ai imprimé d'autres éléments sur d'autres imprimantes, donc notamment les Neptune 4, Neptune 3, Neptune 3 Max, donc on va voir ça par la suite. Bah oui, autant faire les petites pièces sur des petites machines, franchement, ça marche très très bien. Là, aucune surprise dessus, vous voyez, on a 6 heures d'impression, là, les yeux et la langue. C'est aussi l'autre intérêt, c'est qu'on ne bloque pas la grande machine pendant ce temps-là pour les petites pièces, donc vous voyez ici pour ces éléments-là, quasiment 9 heures d'impression, un petit test juste sur le corps, parce que j'ai pas la tête n'est pas faite à ce moment-là, aucun souci. Pour les feuilles sur le dessus, j'ai imprimé ça sur la Neptune 3 Max, pareil, c'est cool d'avoir une grande machine, peut-être pas aussi grande que l'autre, mais voilà, on imprime des choses, vous remarquez aussi les petites pastilles à la base directement du plateau pour bien tenir, et là vous voyez c'est quand même déjà 21h33 pour une impression de ça, donc vous voyez ça va très très vite. Et donc la tête qui est quand même l'élément le plus important, tout a été défini pour le design suite à la taille de la tête maximum. Vous voyez, je suis pas à la taille maximum du plateau de la Orange Storm Giga, mais pas loin. Bien sûr, on se laisse toujours une petite marge de manœuvre quand même au cas où, mais on a quand même pas mal de problématiques, vous voyez, notamment des supports pour la bouche. La bouche est tout de suite gigantesque, on a tout de suite des masses de supports assez importantes, comme sur le dessous, vous voyez, pour les premiers petits picots de ce litchi, des supports. En fait, j'en ai pas mis assez, mais je me suis dit, ça va augmenter le temps d'impression, et puis plus il y a des supports, plus il y a aussi des fois des risques de fail, et là on est vraiment sur l'optimisation, donc vous voyez, au niveau, on voit le remplissage qui est donc là à 4% de densité. Là, moi, ce que je veux, c'est juste de la rigidité globale, pas besoin d'avoir un truc ultra résistant. C'est quelque chose qui n'a pas bougé, mais voilà, ça prend quand même pas mal de place. Et vous voyez les trous à l'intérieur pour le passage des tiges, volontairement en diagonale aussi, hein. C'est histoire de stabiliser un petit peu l'ensemble. Donc vous avez mes paramètres à l'écran, vous voyez la vitesse, je l'ai quand même relativement ralenti, mais avec des couches quand même qui sont assez épaisses. Et d'ailleurs, j'avais une buse qui était un peu plus épaisse pour les premiers tests. Par la suite, je reviens une buse de 0,4, j'en reparlerai à la conclusion. Voilà, donc beaucoup de filaments. Si vous regardez bien aussi au niveau de très très près, le passage pour les tiges est quand même relativement, enfin pas très dense au niveau du remplissage, mais ça permet de stabiliser quand même l'ensemble sur la hauteur. Et vous voyez ici sur la partie basse, les supports, bien sûr bien vérifier qu'ils marchent bien. Honnêtement, il n'y en a pas assez. Et surtout, vous avez les stats. 178 heures prévues d'impression pour notamment quasiment 3,6 kg de filament. 13,6 kg de filament, ça fait quand même... Voilà, pas mal de matière et donc du changement de bobine de filament pendant l'impression 3D. Et là, je lance l'impression et les premières couches, j'ai eu des problèmes, vous voyez, de différence du plateau à l'autre. En fait, il y a des problèmes de leveling, de mise à niveau du plateau et de crash directement au niveau du firmware qui a carrément lâché. Et là, j'avais pas eu de problème lors du test à chaud, mais pendant le test à froid, cette mascotte, j'ai eu des galères que d'autres youtubeurs ont remonté. Et moi, dans ma vidéo, je disais, je les ai pas eu. En fait, je les ai eu par la suite. Donc je vous les montre, mais des mises à jour de firmware et aussi un petit changement au niveau de la tête ont amélioré drastiquement les choses. Donc vous voyez là maintenant on est sur l'impression et c'est vraiment dur de se rendre compte de la taille en fait de l'impression et de l'imprimante en vidéo. Je vous cache pas qu'en vrai c'est vraiment beaucoup plus grand et puis surtout du temps que ça va prendre. Vous allez voir donc par la suite l'évolution et des heures à laquelle j'ai changé les différentes bobines. Et là je vous cache pas qu'on croise les doigts pour que tout se passe bien. Et là franchement dans l'ensemble vous voyez sur la partie basse j'ai des jolis surplombs et tout, c'est quand même relativement propre, c'est franchement super encourageant, mais je vous le dis dès maintenant, je peux pas voir l'arrière en fait de l'impression. Et là vous voyez donc on a les températures, 50 degrés, mais déjà 28h47 d'impression. Là c'est pas l'heure d'impression, c'est l'heure de la journée à laquelle je suis pour cette impression, 12h11, 15h58, hein. Et puis on passe à 2h56 du matin. Oui, c'est l'heure à laquelle je me suis levé pour aller changer la bobine parce que j'étais pressé par le temps. Là, on est à 18h30 à J+1. Bref, je vous ai pas mis tous les timings, mais l'impression a pris énormément de temps et surtout c'est que on se rapprochait d'un salon, on allait présenter cette mascotte, le Bordeaux Geek Festival, petit salon local mais qui est vraiment sympa.
Donc on était limité par le temps. Et moi de se dire j'attends que la machine j'arrive le matin et perdre 6 heures d'impression, c'était une galère. Donc voilà, ça a pris du temps. Sinon, d'autres trucs aussi un peu plus anecdotiques, d'imprimer la base. Et ouais, cette base-là, il y a une partie intérieure que je dois lester avec des pierres. Ça c'est le capuchon qu'on met par-dessus dans l'autre sens, une rotation à 180 degrés pour tenir l'ensemble. Et vous voyez, là, j'ai un petit décalage de couche un peu bizarre, j'ai pas trop su. Maintenant, les impressions sont faites. Et j'utilisais du mastic en bombe de carrosserie. J'ai déjà parlé dans une vidéo pour bomber tout ça, pour lisser l'ensemble. Oui, j'ai imprimé un peu rapidement avec des couches relativement épaisses, puis des petits problèmes par-ci par-là. Et il faut poncer. Et voilà, j'en parlerai au moment de la conclusion. C'est quelque chose qui a pris quand même du temps, pas mal de boulot. Et puis c'est vrai qu'on voulait un état de finition assez, je dirais, sympa au niveau de l'impression. Et vous voyez ça, je ne suis pas du tout sur la tête, je suis que sur les petits éléments, donc la plume. Vous voyez qu'il y a eu plusieurs couches, je vois différentes couleurs entre l'enduit de masticage, la sous-couche, le ponçage, pour avoir un bon état de surface. Déjà le corps, ça prend vachement plus de boulot. Là, il n'y a que de l'enduit appliqué directement sur le modèle. Et vous voyez, auprès de différentes passes, on commence à voir un résultat assez sympa, notamment au niveau du toucher, avec bien sûr après une sous-couche, vous voyez qu'on voit là. Alors c'était pas terrible au niveau des pieds, j'ai dû retravailler pour les pieds parce que je voulais vraiment un truc nickel. Ça c'est un peu mon problème. D'ailleurs on voit en dessous notamment de l'enduit, enfin de la pâte à bois, différentes choses. Et là je bascule donc chez des amis où il y a la tête posée sur une poubelle avec les éléments accessoires. Donc Benoît, que je remercie énormément, qui a poncé, il a passé un temps dingue à poncer vraiment tout ça, à mettre de l'enduit. Il a vraiment voilà, il y a eu l'huile de coude là-dessus. Et là d'ailleurs on voit les décalages de couches parce qu'à un moment j'ai commencé un peu à accélérer les choses. Voilà, donc c'est les trucs où on veut gagner du temps et au final on perd en qualité et en fait on perd du temps au niveau du post-process. Vous voyez qu'avec l'équipe notamment de Litchi, il y a Cyril, Julien, donc Benoît et moi, il y a Pauline aussi qui est à côté. On a fini ça, on était donc chez Benoît et Pauline, vous voyez là on est en train de mettre les tiges, il fallait les coller, enfin bref une galère. Là c'était tard le soir, on a vraiment fini ça la veille pour le lendemain. Donc vous voyez à côté de Julien la mascotte qui pose dessus, voilà les coups de bombe. La peinture, peut-être cette couleur là, on a regardé les nuanciers en ligne et tout, et c'était pas du tout la bonne couleur. Normalement c'est plus du rose que du orange, mais c'était trop tard, on n'avait pas le choix. Donc la Pauline qui voilà faisait un coup de peinture pour l'intérieur de la bouche au pinceau. Puis je vous raconte pas les conditions dégueulasses la nuit pour faire la peinture. On voit le dessous, bon on a laissé tomber des choses et voilà le résultat de la mascotte, franchement qui rend super classe en vrai. C'était vraiment un super beau projet, super intéressant, mais beaucoup d'huile de coude, hein. Je ne vous le cache pas, pour faire tout ça, et ça rentre péniblement dans la voiture tellement c'est grand pour l'amener directement au salon le lendemain. Donc vous voyez à côté quelques photos du salon du Bordeaux Geek Festival avec l'équipe. Je reviens juste de très près, vous voyez ça paraît super propre, c'est plutôt assez beau au niveau des détails. Mais quand on regarde le dessous, vous voyez la partie qui était décollée, on essayait de rattraper comme on pouvait, c'était pas terrible. On voit quelques lignes sur le côté et surtout on voit le manque de contours, il y a eu que 2 contours. Et les endroits ça finit par craquer un petit peu, donc c'est un petit peu fragile tout ça. Alors, par où commencer pour parler de tout ce qu'il y a à dire autour de cette machine? Alors, je vais commencer par un point un peu d'ensemble, vraiment pour qui, en fait? Parce que pour moi, c'est la question la plus importante, même au-delà de ses qualités et ses faiblesses. La vraie question, c'est est-ce que cette machine est faite pour moi? Qu'est-ce que je vais en faire? Je vous le dis, moi, honnêtement, vraiment en toute transparence, c'est une machine que je trouve vraiment géniale. Je l'aime beaucoup, cette machine, que ce soit le design, j'ai envie de vous dire c'est anecdotique, mais bon, pourquoi pas, mais surtout c'est ce qu'elle offre comme possibilité. Imprimer en très grand toutes sortes d'objets. Donc voilà, moi, vous savez, j'aime bien ce côté créatif, il y a plein d'idées que j'ai en tête, je voudrais faire avec, mais en fait, je ne suis pas la bonne personne pour cette machine-là. Pourquoi? Parce que elle prend la poussière. J'ai fait très peu de projets avec par manque de temps. En fait, c'est une machine, je vous le dis dès maintenant, ça vaut le coup et c'est nécessaire même, de prendre le temps pour trouver les bons paramètres par rapport à vos besoins. Vous allez voir, je parlais par la suite, j'ai parlé du flow, de la vitesse, tout ce qui va à côté. Et c'est-à-dire que oui, c'est une machine qui est destinée avant tout à des gens qui ont un usage plutôt professionnel. D'être un passionné, un hobby, dire tiens, je prends cette machine-là, j'ai imprimé des grands tabourets géants, j'ai la mettre dans mon garage. Je vous garantis que vous allez jouer un petit peu avec et au bout d'un moment, vous allez passer à autre chose parce que c'est une machine qui demande, entre guillemets, de l'attention. De l'attention parce que, voilà, c'est imprimé en grand, que ça soit autant en résine qu'en filament. Les contraintes sont plus du tout les mêmes.
Et surtout, c'est une machine, faut pas se leurrer, elle a un coût non négligeable. On a plus de 2000 € la machine. Donc c'est sûr qu'à moins d'avoir plein de place, plein de temps, genre la retraite par exemple, hein, je pense à un ami en particulier qui l'a acheté justement pour ses vieux jours. Bon, c'est plutôt si vous êtes, je sais pas moi, dans la publicité, dans le merchandising, vous êtes dans le design produit, dans le prototyping, là effectivement cette machine a de l'intérêt. Parce que vous allez faire des choses qu'on peut pas faire avec une machine plus petite. Vous allez en plus souvent travailler avec une seule matière ou deux matières. Du fait que c'est un besoin professionnel, vous allez passer le temps de calibrer, trouver les bons paramètres de votre slicer et après la faire tourner comme un diesel. Et vous allez voir, je parle du diesel à certains moments au niveau de la machine. Bref, il faut la voir comme une machine. Je vais faire de la production. Il ne faut pas l'acheter sur un coup de tête. Voilà, je ne vais pas faire le bon vendeur, je ne vais pas dire « Ah, madame, monsieur, voilà la belle machine, prenez-la, franchement, le prix est pas cher. » Non, je veux dire, il faut vraiment réfléchir. Déjà, parce que vous voyez, ça prend de la place. Moi, j'ai un problème de place dans les bureaux. Et voilà, c'est un vrai problème. Donc, quand une machine comme ça vous prend de la place, vous la payez à un certain prix et que vous n'utilisez pas autant, c'est quand même dommage. Donc gardez ça vraiment en tête. Posez-vous, qu'est-ce que je vais imprimer et est-ce que j'ai besoin d'une imprimante aussi grande en termes de volume d'impression? Je rappelle le volume donc, de 80 par 80 par 1 mètre, donc c'est quand même assez conséquent. Pour faire des grandes choses, c'est vraiment génial en différentes parties. Donc c'est pour ça que je vous montrais ce projet justement de cette mascotte Litchi où il y a des grosses pièces. Je n'ai aucune machine qui puisse imprimer ici. Et des fois d'imprimer en différents blocs, ça a du sens, mais pas toujours en fonction de ce que l'on veut faire. Donc voilà, c'est pour ça que je vous montrais vraiment quelque chose de très concret. Dans l'exemple, voilà, vous faites de la com, et faire des mascottes en grand pour différents projets, des clients et tout, ça peut être relativement intéressant. Alors, voilà, c'est pourquoi je vous parle de ça, parce que, vous l'avez vu dans le projet, il y a des morceaux que j'ai fait sur d'autres machines. Oui, les pieds, j'ai pris une Neptune 4 Pro, si mes souvenirs sont bons, pour imprimer les pièces. J'ai pris la Max, la 3 Max, qui est quand même une ancienne génération, pour imprimer les feuilles sur le dessus, parce que ça ne me bloque pas une machine. Je peux basculer sur différentes machines. Puis si j'ai un pépin sur une machine comme ça, et c'est ça qui est vraiment important à prendre en compte. Pourquoi il faut justement prendre le temps de bien régler son trancheur, son slicer, de bien justement calibrer le filament, de comprendre la machine, parce que quand vous ratez une impression là-dessus, ça pique. Ça pique parce que vous avez bouffé du courant électrique, vous avez perdu du temps, et quand on a une boîte, on fait du côté financier, le temps, c'est de l'argent. Vous avez perdu du filament, et des grandes impressions, on bouffe du filament. Donc voilà, c'est vraiment important de se poser ces questions-là. Par contre, si vous allez dans cette direction-là et vous savez que c'est un grand volume qu'il vous faut, je le répète et j'insiste, prenez le temps de calibrer votre machine. Et je ne dis pas calibrer, pour moi, du sens purement technique, mais dans l'ensemble, faites des tests d'impression, trouvez les bonnes vitesses, trouvez les limites de la machine. J'en parle un peu au fur et à mesure. Mais voilà, trouvez quel est le meilleur élément. Dites-vous bien, est-ce que les plateaux, je garde donc ces plateaux en PEI, avec le risque qu'ils soient gras, est-ce que je vais coller et tout? Trouvez le bon filament, prenez plutôt un filament high flow qui permettra d'avoir un peu plus de volume, mais si ça correspond aux contraintes mécaniques que vous avez, bref, voilà. Posez-vous, réfléchissez, ça vaut le coup de se poser, le coup COIP et COIT, franchement, de se poser sur ce genre de réflexion. Parce que, comme je vous disais, la machine, honnêtement, pour le volume qu'elle propose, c'est pas cher. Vraiment, c'est pas cher. Moi, j'ai vu des machines industrielles avec des volumes plus petit, sacrément plus cher. Voilà, donc, et puis bon, c'est pas du tout le même délire, c'est pas les mêmes logiciels, c'est un peu plus austère, mais voilà, c'est des machines faites pour durer. Donc Elego a quand même mis un pavé dans la mare pour dire on propose telle ou telle machine. Et j'avoue que quand Elego l'a sorti, je me suis dit mais qui va acheter ce genre de machine? Eh ben la machine est toujours au catalogue à l'heure actuelle, il la montre toujours dans les salons professionnels, donc je suppose, je me trompe peut-être, qu'il y a toujours une demande. Faut pas se leurrer. Des fabricants comme ça, s'ils sortent des machines et que ça marche pas, ça sort du catalogue. C'est pas intéressant pour eux d'avoir du stock, du machin, du SAV, ils s'en débarrassent. C'est toujours pas le cas. La machine, ça fait depuis plus d'un an, 2 ans quasiment, je crois qu'elle a été annoncée, 1 an qu'elle est disponible. Donc voilà, c'est quand même, entre guillemets, dans, j'imagine, les critères des Lego, un succès commercial, tout du moins pour eux. Bref. Voilà. Maintenant, je vais parler un peu plus du reste. Je parlais de la préparation et tout. Alors, il y a j'ai un peu mélangé les défauts, les qualités de la machine. Pour moi, il y a quelque chose qui est un défaut en fonction de comment on se place. C'est une machine qui peut imprimer vite par rapport à la taille, c'est-à-dire les déplacements et l'impression est censée monter jusqu'à 300 mm par seconde, ce qui quand même pour un très grand volume est assez confortable. Mais dans la réalité, on fait des déplacements jusqu'à 300, mais l'impression ne va pas aller aussi vite. Pourquoi? Il y a un élément que beaucoup de gens négligent, et même moi qui ai fait le bourrin à une époque, c'est de prendre en compte le flow. Le flow,
flow, c'est le volume de filament que la tête d'impression est capable de sortir donc au niveau de la buse. Et donc le flow de la machine n'est pas aussi important qu'on pourrait l'espérer. Ça veut dire que on va devoir imprimer plus vite. En fait, plus votre couche va être épaisse, plus votre buse va être large. Et d'ailleurs, point positif, la machine est vraie avec 4 buses, 0,4, 0,6, 0,8 et 1 mm. Mais une buse de 1 mm va pas sortir le même volume de matière qu'une buse de 0,4. Bah oui, elle est une fois et demie plus large. Mais en général, quand on fait du 1 mm, on va faire des couches, par exemple, de 0,5 à, je sais pas moi, 0,8 mm. Donc le volume pour le trait, finalement, à sortir, votre extrusion à sortir, n'est pas du tout le même. Donc il faut débiter du filament. Et c'est là-dessus où, ben voilà, j'aurais préféré un débit plus rapide. Maintenant, j'ai eu des discussions notamment au Formnext. Formnext, c'est le salon de la fabrication additive qui a lieu en Allemagne. C'est un truc vraiment qui est gigantesque. Et toutes les machines industrielles qui ont aussi des grosses buses, 1 mm et plus, des fois c'est des buses qui font, qui font 3-4 cm quand même, hein. Et c'est des machines qui impriment hyper doucement. Et les fabricants disaient, bah oui, en fait, nous on conseille, même pour aller plus vite, mieux vaut imprimer doucement, mais de façon fiable, avoir une bonne liaison, intercouche, pour être sûr que ça accroche bien, avoir des bonnes transitions, un bon refroidissement, que d'imprimer comme un bourrin, et en fait avoir que des galères, des impressions qui ratent, des décollements de couches, et donc de la frustration. Donc ils conseillent d'imprimer volontairement doucement pour avoir de la qualité. Je ne pense pas forcément que ce soit le choix des Lego, j'en sais rien, mais c'est vrai que vous imprimez une buse de 1 mm, vous allez dire, bah ouais, j'imprime plus lentement. Bah oui, mais vous allez faire 2-3 fois moins de couches, beaucoup moins de contours, donc c'est pas non plus, on va dire, dénié de sens. Et moi, l'erreur que j'ai faite dans la création de la mascotte, parce que j'avais jamais imprimé aussi grand, donc j'ai appris avec cette machine-là. Vous savez à quel point j'aime apprendre, hein, justement, avec des nouvelles machines. Je me suis dit, franchement, le flow en 0,8 et 1 mm est pas assez important, autant imprimer plus rapidement avec la buse de 0,4 et donc j'aurai une meilleure finition de surface. Donc ça, c'est le premier réflexe. Bah oui, mais de l'autre côté, vous l'avez vu, il y a eu un boulot de dingue au niveau du ponçage. Quoi qu'il se passe, il a fallu qu'on ponce, qu'on mette de l'enduit et que l'on ponce. Le résultat aurait été le même, d'un point de vue post-process. Sauf que là, on aurait peut-être eu une impression plus costaud. Vous avez vu cette séparation de couches qui apparaît sur le côté. Bah oui, pour des raisons de temps. Alors après, j'étais limité par rapport au salon, justement, qu'on voulait sortir, donc j'ai dû accélérer parce que ça prend du temps d'imprimer des choses aussi grandes, hein, quoi qu'il se passe. Voilà, au final, cette stratégie, elle n'est pas débile. Maintenant, faut pas se leurrer, j'aurais préféré que l'imprimante sorte un flot de filaments 2 fois, 3 fois plus important pour quand même imprimer un peu plus vite. Parce que le temps, c'est de l'argent, faut pas se leurrer. Donc voilà, donc ça c'est des trucs aussi à prendre en compte. Est-ce que vous êtes prêt à vous dire, je pars pour 48 heures, 72 heures, une semaine d'impression? Eh ouais, moi quand j'ai imprimé la tête notamment du litchi, je suis revenu pour enchaîner les prints pour gagner du temps, parce qu'on était vraiment short du temps. Je suis venu plusieurs fois à 1h du matin pour changer de la bobine. Alors bon, la petite histoire, voilà, c'est... Et Lego m'a envoyé, donc gentiment sponsorisé effectivement le filament pour la mascotte. Je leur ai dit, envoyez-moi des bobines de 5 kg, 10 kg et tout. En fait, avec du 1 kg, m'envoyez 1 kg, donc j'ai pas le choix. Donc ce qui veut dire que ce genre de machine, il faut plutôt aller sur des bobines de filament de 2, 3, 4, 5 kg que des bobines de 1 kg. Voilà, donc ça c'était une petite parenthèse. Bref, voilà. Prenez ça en compte dans le choix de la machine. Est-ce qu'elle est faite pour vous? Donc, ce qui veut dire que là, je prends un exemple. Hein, cette machine-là, je m'en sépare, un peu à regret, mais elle prend la poussière pour moi, malheureusement, donc c'est un peu dommage. Voilà, c'est des gens qui font de la réparation d'avions, tout simplement, de vieux avions, qui vont la récupérer pour imprimer des grandes pièces, imprimer des gabarits, imprimer des structures. Là, pour eux, ça a vraiment du sens. Un avion, c'est gigantesque. Donc, pour un usage comme ça, c'est vraiment génial. Et d'ailleurs, je suis très content que cette machine aille pour cet usage-là, parce qu'elle va vraiment être utile, et ça, c'est vraiment cool. Maintenant, j'ai basculé sur un petit peu les défauts, les points... Alors, je vous dis défauts, c'est prendre quel point de vue, si on est un particulier, un professionnel. Alors déjà, je vais commencer par tout ce qui concerne le côté, finalement, un peu électrique et tout ce qui en touche. La machine consomme du courant. Faut pas se leurrer, quand vous avez 4 plateaux comme ça, aussi importants, une grande surface à chauffer pendant aussi longtemps, ça bouffe du courant. C'est pas la tête qui se déplace, c'est pas le chauffe de la buse, c'est vraiment les plateaux qui vont bouffer. D'ailleurs, vous avez 4 alimentations pour les plateaux. Une alimentation par plateau. En fait, c'est 4 plateaux côte à côte, alimentés individuellement. Pour l'avantage, en cas de panne, il n'y a qu'une alimentation à changer. Mais bref, 4 alimentations, plus une 5e, qui est la même d'ailleurs au passage, pour le côté carte-mère, fonctionnement, etc. et tout. Donc ça bouffe du courant, ce qui veut dire que quand vous allez brancher sur votre prise électrique, branchez pas ça sur une prise un petit peu branlante, avec 500 appareils branchés dessus. Votre disjoncteur, il n'a pas forcément aimé. Donc voilà, gardez ça en tête. Alors je ne vous cache pas qu'on a imprimé comme des gros bourrins sur notre système électrique qui est
Je sais pas s'il est vraiment aux normes, en tout cas en ce qui nous concerne. Bref, voilà, donc prenez ça en tête. Et moi, c'est pareil, je me suis dit, vu les grands prints et mauvais souvenirs de syndicats qui coupaient le courant général dans la ville, pendant cette manifestation, on a perdu des gros prints gigantesques, j'ai acheté un gros onduleur, mais vraiment le truc bien costaud. Et ben l'onduleur a dit, il y a trop d'intensité qui sort en même temps, moi, je me mets en PLS. En gros, il se met en PLS pendant la chauffe. Pendant que ça marche, ça consomme moins, mais la mise en chauffe, là, ça tire vraiment dessus. Faut prendre en compte ce genre de choses. Ce qui veut dire aussi par ricochet, ça c'est pas la consommation, mais elle fait du bruit comme machine. Vous avez la ventilation au niveau de la tête pour refroidir votre impression. Et d'ailleurs aussi, pourquoi imprimer doucement? Vu une taille d'impression ici, vous avez intérêt à bien refroidir progressivement l'endroit où vous vous imprimez que d'avoir une machine qui est trop rapide et mauvais refroidissement. Et là, ça a posé problème. Donc, autre raison d'imprimer doucement. Bref, le bruit de la tête, je vous dis, c'est insignifiant. Par contre, voilà, ces ventilateurs, ça fait vraiment du bruit. Et c'est pour ça que, voilà, vous n'avez pas mettre ça dans votre salon. Je pense à la vidéo des Lego au-dessus. Enfin, c'est aberrant. Hein. Ce qui veut dire que cette machine-là, il faut avoir un lieu, effectivement, pour que cela tourne. C'est-à-dire, il faut que ce soit dans un hangar, dans un atelier, enfin, vraiment une pièce où c'est que le bruit ne sera pas vraiment un problème. D'ailleurs, tant que je reviens un petit peu sur l'alimentation, etc., au niveau du plateau. Les plateaux, donc, c'est 4 plateaux, ce qui... c'est un choix, je pense, économique qu'a fait Lego. Ça coûte cher quand même les plateaux en PEI. J'aurais quand même préféré d'avoir 4 plateaux individuels, d'avoir au moins une option au moment de l'achat, choisir un grand plateau de 80 par 80. Pourquoi? Parce que quand vous imprimez à la jonction de ces plateaux, vous voyez la démarcation. Donc pour plein de modèles, la mascotte Litchi, aucun problème. Mais si par exemple vous voulez faire un projet que j'ai laissé tomber finalement sur cette machine-là, je vais imprimer des grandes surfaces en blanc pour mettre derrière des LED, devant des LED, pour faire des grandes plaques lumineuses. Oui, mais cette séparation, vous la voyez, et donc ça marche pas. Alors, on peut acheter sur Internet un grand plateau en 80 par 80, qui est pas de la marque des Lego, mais c'est dommage que Lego ne le propose pas, puis ça, c'est quand même un coût à rajouter au niveau de la machine. Et vous vous rappelez, au début de cette conclusion, je parlais aussi du diesel. L'imprimante, il faut qu'elle chauffe, et de monter en température une si grande surface, ça se fait pas en 2 secondes. Ce qui veut dire, il faut qu'elle chauffe. D'où le fait de prendre son temps pour bien préparer la machine, bien la faire chauffer, bien la calibrer pour qu'elle roule et qu'elle tourne comme un diesel, en gros, qu'elle marche et qu'elle ne s'arrête pas. Voilà, c'était un peu mon allusion au diesel. Sinon, pour le reste, des choses un peu plus anecdotiques. L'entretien est assez facile, on peut accéder facilement aux cartes mères, aux alimentations, c'est des panneaux franchement à enlever. C'est assez simple, c'est quand même plutôt cool. Dans la vidéo, d'ailleurs, je le monte de retour à chaud, donc c'est quand même un gros plus. Maintenant, des petits points d'ergonomie anecdotiques, mais voilà, la grande tablette, c'est super cool. C'est vraiment un truc bien, on peut la déplacer, la mettre ailleurs, mais c'est dommage que le fil qui arrive en bas, il y a la prise qui dépasse, la clé USB à côté. Moi, cette machine prend de la place. Je suis près d'une porte. J'ai laissé directement une mousse devant pour éviter que la porte défonce finalement autant l'écran que la prise et la clé USB, ou que vous connectez vos pieds dessus. Et d'ailleurs, je reviens sur l'écran. Globalement, l'ergonomie, on peut toujours discuter à droite à gauche, mais dans l'ensemble, ça marche bien. C'est assez confortable, mais ce qui était un petit peu dommage, 2 points. Le premier, c'est que quand on transfère des fichiers depuis le réseau, le Wi-Fi directement sur la machine, d'ailleurs, l'interface de Clipper est complète, et ça, c'est vraiment génial. On accède vraiment à tout dessus, donc ça, c'est quand même plutôt top, là, ce qu'a fait Lego. Ils n'ont pas bridé les choses, mais bref, on ne trouve pas les fichiers directement sur l'interface. Ça, c'est un petit peu dommage. Par contre, la clé USB, on a sur l'interface. Donc ça, c'est des trucs qui sont, un petit peu, du chipotage là-dessus. Et puis, donc, le deuxième point, si vous mettez à jour, donc autant la machine, souvent on met à jour la machine et l'écran aussi qui va avec. L'écran, il faut dévisser, mettre la carte micro SD à l'intérieur pour faire la mise à jour. On peut quand même mettre un petit connecteur déporté pour la clé. Voilà, c'est un petit détail. L'autre truc aussi, vous voyez derrière, j'ai une bobine de filament, de 1 kg. J'ai un support en dessous qui est proposé avec, c'est quand même cool, des plus grosses bobines. Mais là, j'avoue que d'avoir le filament qui monte au-dessus, qui va en dessous, 1 kg, on n'imprime pas que du 1 kg, je vous dis il y a quelques instants. Voilà, ça c'est des petits trucs un peu discutables. Comme aussi l'option d'avoir 3 têtes supplémentaires, imprimer avec 4 têtes des objets en parallèle. Franchement, la prenez pas, ça sert à rien. Comme tout à l'heure, je vous disais, mais vous pouvez acheter 4 machines plus petites pour faire la même chose que d'imprimer 4 fois le truc en parallèle. Donc voilà, ça c'est des petits détails. Sinon, l'entretien, hormis le côté ouvrir carte mère, c'est du rail linéaire. Donc il faut penser bien sûr à nettoyer de temps en temps, mais il y a des tensions de courroie, la machine est quand même plutôt bien construite, donc voilà, il y a vraiment les guides pour les câbles, c'est assez accessible. Il y a aussi un disjoncteur qui peut sauter ou changer des fusibles. Ils ont quand même une pensée vraiment justement production plus industrielle que hobbyiste, franchement, ça c'est relativement cool. Dans les petits défauts, un truc qui m'énerve par contre énormément, c'est que le bouton d'alimentation, comme quasiment toutes les imprimantes 3D, autant résine que filament, se trouve à l'arrière de la machine. Regardez la machine, le bouton, il se trouve là-bas, derrière, à l'opposé.
Bah, je fais quoi pour couper la machine? Bah, je débranche la prise électrique qui se trouve heureusement derrière la porte ici. Donc voilà, ça c'est un vrai switch devant. D'ailleurs, un arrêt d'urgence pour ce genre de machine, franchement, ça aurait été bien. Et puis sinon, un truc, je vais te dire aussi dès le début, elle est quand même relativement costaud, elle bouge pas, elle ondule pas trop. Alors si en plus vous imprimez un peu plus doucement, du gros volume à chaque fois, franchement, elle bougera pas. La petite amélioration que j'aurais dû voir, sauf partir dans des gros trucs, parce qu'on peut améliorer drastiquement la machine, franchement. J'ai vu des gens qui modifiaient, je pense notamment un 3D Printing Nerd qui a carrément changé la tête, le bed, les machins, enfin vraiment des trucs assez malades, mais pour un budget non négligeable. C'est que si vous êtes dans un lieu qui n'a pas une température contrôlée, moi j'ai de la chance, c'est mon cas ici, mais par exemple dans un garage, vous ouvrez la porte ou quoi que ce soit, des machines aussi grandes et des aussi grands plateaux, ça déteste les courants d'air, ces trucs à faire décoller une impression et perdre une impression. Donc ça vaudra le coup de peut-être acheter des grands panneaux en plexiglas ou en contreplaqué pour les mettre tout autour de la machine, pas le dessus pour la fermer, mais au moins la cloisonner de façon entre guillemets temporaire pour être sûr qu'on va garder la température. Attention, faites comme du PLA, faut pas non plus garder trop la température parce que sinon vous allez vous retrouver avec le filament qui va peut-être un peu fondre, enfin qui va mal réagir. Donc attention à ça, mais voilà, pour moi c'est une petite amélioration. Pas forcément évident et l'ego de le rajouter. Puis l'intérêt, c'est que tout est plat en fait à l'extérieur, mis à part à l'avant sur l'écran. Donc c'est vraiment facile de rajouter des panneaux latéraux au niveau de la machine. Donc voilà un peu pour l'ensemble. Il y a sûrement des choses que j'oublie autour de cette Orange Storm Giga. Comme je vais vous dire, c'est une machine qui a pour moi plein d'avantages, mais quand on a un besoin spécifique. Vraiment, je insiste bien, je ne vais pas faire le vendeur de tapis, vous dire qu'il faut la prendre, elle est vraiment géniale, etc. Mais c'est vraiment une machine qui va correspondre à des besoins particuliers. Donc si vous rentrez dans ces besoins-là, ça vaut peut-être le coup pour vous. Si vous êtes un petit peu limite à vous poser des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre au mieux par rapport à vos différents besoins. Et puis voilà, peu de choses près dans les grandes lignes. Bien sûr, vous likez la vidéo, vous vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez même soutenir la chaîne directement en la rejoignant. Il y a différents abonnements potentiels. Et puis, n'hésitez pas à rejoindre le Discord de Polyworkshop. N'hésitez pas à poster vos créations. Vraiment, on essaie vraiment de l'orienter vers un serveur de création, que ça soit même votre propres impressions, des choses que vous avez modélisées même basiques vous-même, ou même que vous avez imprimé, que vous avez peint derrière, vous avez modifié, que ça soit autant des choses en 2D, à plat, bref, peu importe, mais du monde de la création digitale et, on va dire, traditionnelle. Bien sûr, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me taguer quand vous faites des choses, en suivant mes tutos, mes vidéos, etc. et tout. Et puis, moi, comme d'habitude, n'oubliez pas, le plus important, c'est d'être créatif. Je vous fais des gros bisous. Bye bye!